tout en n'ayant pas le professionnalisme de Jean-Yves Finot en matière d'animation, je vais essayer d'animer cette table ronde consacrée donc au rôle des territoires dans les enjeux de résilience alimentaire et énergétique. On a deux gros morceaux, là, l'alimentation et l'énergie au cœur de nos échanges. Et évidemment, je voudrais d'abord commencer par remercier les participants à la table ronde. On va revenir vers eux tout de suite. Vous dire qu'effectivement, ce qui a été convenu, c'est après ce début qui pouvait peut-être être un peu assommant, mais en tout cas, ce début d'exposé, de débat, c'est que dans ces tables rondes, on consacre quand même beaucoup plus de temps aux échanges avec la salle, avec les participants. Donc, ce que je vous propose, c'est d'organiser un peu cette table ronde autour d'un premier temps, voilà, un peu de tour de table avec nos contributeurs, si je puis dire, dans leur qualités diverses et points de vue différenciés, et puis ensuite de consacrer quand même pas mal de temps aux échanges avec vous, avec la salle. Vous dire enfin que voilà, cette table ronde, elle cible, et la préparation, on a beaucoup discuté de cet aspect-là, elle cible donc bien ces enjeux de résilience alimentaire et énergétique, mais vu, je dirais, du côté des territoires, encore une fois, ça peut faire écho au scénario que nous avons vu tout à l'heure du côté de l'ADEME, c'est ces enjeux de territoire, de collaboration entre les territoires que l'on va beaucoup aborder dans cette table ronde. Voilà, je ne vais pas me représenter, en tout cas, juste un mot. Donc, je suis Laurent Riotor, professeur à l'Université Clermont-Auvergne. Voilà, et donc je vais proposer, pour démarrer tout de suite, à nos intervenants de dire quelques mots pour se présenter. Voilà, il y a pas on va pas respecter un ordre protocolaire, je vais juste faire le tour de la table. Donc voilà, peut-être d'abord Monsieur Guyard, Engie, voilà, quelques mots. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. On est ravis effectivement d'accompagner ce premier salon Back to Earth ici à Clermont-Ferrand. Et pour rapidement dire ce que fait Engie Solutions et Engie plus globalement dans ce domaine, on est persuadé depuis un certain nombre d'années déjà que la transition énergétique passera effectivement par les territoires. C'est assez régulièrement rappelé par la Première ministre dans ses interventions depuis la rentrée, et je crois qu'effectivement, après une quarantaine d'années, une cinquantaine, enfin même, que dis-je, après la guerre, 60, 80 ans, où l'énergie s'était centralisée, produite, distribuée, et puis chacun essayait de la consommer. On est aujourd'hui dans un temps où finalement chacun doit prendre part à la fois à la façon de la produire, la façon de la consommer, et bien sûr on s'est engagé aussi à faire moins consommer les gens, quelle que soit l'énergie qu'ils utilisent, et la produire dans les territoires. Et ça se fera pas effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, au milieu de la ville, mais ça se fera dans un équilibre à trouver entre la ruralité, le fait urbain, parce que les gros consommateurs d'énergie sont plutôt l'urbain, les producteurs possibles sont plutôt à l'extérieur. Comment on va lier tout ça? J'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation. Merci beaucoup. Donc, parole à Monsieur Perret. Merci à tous. Bonjour, Jean-Philippe Perret, je suis vice-président en charge de la transition écologique et de l'innovation territoriale au conseil départemental du Puy-de-Dôme. C'est une nouvelle délégation, une nouvelle compétence, une nouvelle politique qui a été mise en place suite aux dernières élections départementales il y a plus d'un an maintenant. Ce qui a été dit, je rejoins ce qu'a dit mon collègue à côté. Simplement, un des enjeux aussi, c'est le rôle des collectivités territoriales dans ces enjeux de transition, aussi bien alimentaire qu'énergétique et autres environnementales. Les collectivités territoriales dans leur ensemble ont toute leur importance et toute la place et toute la légitimité pour prendre part à ce défi, pour essayer d'améliorer et de rendre nos territoires beaucoup plus vertueux dans ce domaine-là. J'aimerais rappeler que malgré depuis plusieurs années les baisses de moyens et de l'attitude budgétaire des collectivités territoriales, on se doit de trouver des solutions pour être au plus près des habitants et des autres acteurs du territoire pour mener au mieux ces transitions. Alors, je
développerai un peu plus tard, mais je serai plutôt sur l'aspect énergétique, car au département, tout ce qui est au niveau alimentaire, c'est la délégation d'Amérique-Soi-Disant, donc je ne parlerai peut-être pas à son nom, mais je me focaliserai plutôt sur ces transitions qui sont plutôt énergétiques. Voilà ce que je voulais dire en question. Alors, en continuant un tour de table, on va arriver vers de l'alimentaire aussi, donc on pourra croiser tous les regards. Donc bonjour à toutes et à tous, Laurent Delquirou. Donc moi je travaille pour une association qui s'appelle The Shift Project, dont le président Jean-Marc Jancovici est très médiatique actuellement, qui travaille sur les enjeux climat-énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre sujet, c'est comment sortir des énergies fossiles, à la fois pour des raisons de limitation des effets du réchauffement climatique que tout le monde connaît, mais aussi tout simplement parce que les énergies fossiles, on le voit aujourd'hui avec la crise géopolitique, mais on peut aussi l'étudier au niveau des gisements, sont une ressource finie. Et donc, tôt ou tard, elle viendra à manquer. Et donc, vu notre niveau de dépendance à ces énergies fossiles, il est urgent de s'en débarrasser au plus vite. Moi, je travaille plus particulièrement sur un projet qui s'appelle Résilience des territoires. Alors, je vais dire un mot là-dessus parce que donc résilience des territoires dans un contexte de transition écologique et de transition au singulier. Je veux insister là-dessus parce que donc nous la résilience, on la définit comme cette capacité à surmonter les crises, et on va voir les crises énergétiques, les crises alimentaires parmi d'autres, mais aussi dans la notion de résilience des territoires, il y a cette capacité à se transformer. On ne distingue pas la résilience de la transformation, puisqu'on considère que les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques sont tels qu'ils vont générer des crises à répétition, de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, et donc être moins vulnérable face à ces crises, c'est être capable de se transformer. Si tu ne fais que résister, si tu ne fais que viser le retour à l'état initial, tu seras de plus en plus vulnérable et de moins en moins résilient. Donc, et pourquoi transition écologique ou transition au singulier? C'est parce que on voit bien, même si notre sujet c'est beaucoup l'énergie, au Shift, on voit bien que le sujet n'est pas seulement l'énergie fossile, c'est d'une manière générale notre consommation de ressources non renouvelables en général. Et donc ce qui a été dit ce matin sur la sobriété, enfin tout à l'heure sur la sobriété, montre bien que on est dans un objectif d'une société qui passe d'un modèle de surconsommation de ressources énergétiques, fossiles, mais aussi autres types de ressources, je n'insiste pas, à un modèle beaucoup plus sobre, beaucoup plus soutenable, comme tu disais Laurent. Et c'est cette transition entre le monde d'aujourd'hui et ce monde soutenable-là dont il s'agit, et on voit bien que ça concerne absolument tous les sujets, toutes les politiques, tous les domaines. C'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise quand on cloisonne les transitions, alors qu'il s'agit justement de casser les silos et d'arriver avec des ressources qui vont être de plus en plus contraintes, y compris des ressources financières de plus en plus contraintes. Il s'agit de réfléchir autrement l'affectation de ces ressources et donc de décloisonner autant que possible. Voilà, et bien juste, tant que j'ai la parole, un petit peu d'auto-promo. On a sorti deux bouquins que vous trouverez en ligne sur notre site, un sur la résilience des territoires et un tout chaud qui est sorti hier, qui s'appelle « Comment transformer nos territoires » et qui a la particularité de distinguer, pour justement aller chercher les acteurs locaux au plus près de leurs préoccupations, de distinguer les territoires. Donc on distingue les territoires urbains, les territoires ruraux, la montagne, le littoral, parce que pourquoi les territoires? Pourquoi on s'intéresse? Ça a été dit, les territoires, c'est l'espace évidemment des crises, de l'impact du dérèglement climatique, de l'impact des crises énergétiques, pour ce qui nous concerne là très, très directement. C'est l'impact, c'est le lieu des ressources, des spécificités locales et donc de politiques adaptées à tout ça, mais c'est surtout l'espace de la proximité avec les citoyens. Donc c'est l'espace qui permet d'embarquer les citoyens, de partager les diagnostics, de partager les constats, mais qui permet surtout de les embarquer aussi dans la définition de nouvelles politiques, d'un nouveau projet de territoire. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Donc Florian Barallon, je suis vice-président du Conseil national pour la résilience alimentaire. Donc c'est une association nationale dont Back to Earth est adhérente aussi.
Cette association a pour vocation d'accélérer, on va dire, la résilience alimentaire des territoires, en tout cas de favoriser le passage à l'action des solutions qui permettent cette résilience. Bon, voilà, je vais en parler un peu plus tard, mais voilà. Donc, je fais aussi partie du groupe Biosphère. J'ai cofondé le Centre de développement de l'agroécologie, donc on est aussi adhérent du CNRA à travers ces entreprises. Et donc notre travail, c'est d'accompagner la transition des agriculteurs, des entreprises, des collectivités dans la mise en place de l'agriculture régénératrice, de l'agroécologie, de tous ces jolis mots. Voilà. On peut y mettre plein de choses dedans. En tout cas, on accompagne depuis une dizaine d'années les agriculteurs sur le terrain à réaliser cette transition. Et à côté de ça, j'ai été aussi agriculteur pendant 5 ans, donc dans l'Ain, où j'étais maraîcher et arboriculteur. Donc voilà, j'aurais bien aimé participer à l'autre table ronde à côté. Bon, peut-être une prochaine année. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et enfin, Geoffrey. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Geoffrey Vola, moi je suis directeur du Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne, le CISCA, qui est une association de loi 1901 également, qui s'est créée dans un constat qui était partagé à la fois par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, quelques collectivités et quelques chercheurs. Du cloisonnement, hein, Laurent en parlait sur les thématiques des transitions, mais le cloisonnement, il est aussi néfaste quand il est lié à nos champs d'action. Et typiquement, hein, sur nous, notre point de départ, c'était les innovations sociales, hein, donc c'est-à-dire tous les enjeux de transformation des territoires, qu'ils soient démocratiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient écologiques. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement que les chercheurs étaient frustrés de travailler sur ces thématiques-là, de publier et de finalement avoir un impact assez limité sur les acteurs de la société. Et puis, dans le même temps, on avait des acteurs socio-économiques qui disaient bien sûr, nous, on aimerait travailler avec les chercheurs, mais vous n'avez pas le bon vocabulaire, vous n'avez pas les bonnes modalités de travail avec nous. Quand on discute avec vous, on ne comprend pas. Donc, deuxième problématique. Et puis, on avait aussi dans le même temps des collectivités locales qui, nous, de plus en plus, on a des politiques publiques qui sont complexes. On doit faire des plans climat et énergie territoriaux. On doit développer des politiques de démocratie participative. Et de la même manière, on aimerait bien être outillé par les chercheurs et les chercheuses, mais malheureusement, on a difficilement des accès, des modalités de travail en commun. Et donc, on a créé le CISCA sur ce constat-là, qui est donc bien un centre d'intermédiation entre ces trois sphères-là sur les questions d'innovation sociale. Et puis, plus spécifiquement, s'appuyant sur le réseau d'adhérents du CISCA, on s'est rendu compte que les enjeux, bien évidemment, de transition et de résilience, donc tout comme Laurent, on essaye de les relier pour les raisons qu'il a parfaitement explicitées, pouvaient être finalement un moteur au développement de ces innovations sociales. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on conduit un programme de recherche et développement, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, sur ces questions de transition et de résilience. Et je le redis et je m'arrêterai là, mais nous, notre travail, c'est bien cette ingénierie autour de ces différents mondes qui finalement cohabitent, travaillent parfois ensemble, mais en tout cas ont des difficultés à construire du sens partagé, ce que nous on appelle les incommunications, c'est-à-dire on a des univers qui sont trop divers pour, quand on se met autour de la table sur une réunion, réussir à construire du sens. Voilà. Ça nécessite une ingénierie particulière, ça nécessite du temps long, ça nécessite des outils. Et nous, CISCA, on essaye modestement sur le territoire du Puy-de-Dôme d'accompagner ces démarches-là. Merci beaucoup. Merci pour ce tour de table qui a déjà été très riche en idées. Donc, je vous propose de passer maintenant un peu au cœur de notre thématique. Et donc, je vais revenir vers Jean-Philippe Perret. On va alterner un peu des réflexions, j'allais dire un peu de terrain, de territoire sur des actions entreprises et puis des réflexions plus globales. On va essayer de pouvoir dialoguer justement entre ces différentes échelles. Et puis, n'hésitez pas évidemment à rebondir, à réagir les uns par rapport aux autres. C'est quand même aussi l'objectif et de ne pas avoir juste des exposés qui se succèdent. Donc, Monsieur Perret, voilà, vous avez commencé d'abord à nous dire que peut-être vous alliez cibler un peu plus justement ces enjeux de transition énergétique. Mais donc peut-être pour déjà planter un peu le décor, dans quel type d'action concrète sur le terrain, dans les territoires, le conseil départemental du Puy-de-Dôme s'est engagé depuis quelques mois, voire quelques années. Et ce qui m'a plus particulièrement interpellé dans nos échanges, c'est à la fois
ce qui est lancé en termes de territoire d'énergie et puits d'énergie, cette structure qui a été créée dans le puits comme la chaîne des puits et le puits de Dôme, hein, puits d'énergie. Et puis par ailleurs, le département est partie prenante du dispositif national de fabrique des transitions. Hein. On retrouve d'ailleurs un peu une dimension alimentaire. Voilà, partir un peu de ces réalités concrètes. Il y en a bien sûr plein d'autres. Hein. Il y a tout ce qui est engagé aussi actuellement par rapport à la sobriété qui est appelée de nos voeux, voire de nos nécessités plus récemment, mais partir un peu de ces expériences concrètes. Merci beaucoup. Avant de parler d'actions et de dispositifs concrets, qu'il nous soit permis de rappeler les prérequis pour mettre en place toutes ces politiques qui ont été mis en place maintenant depuis plus de 2 ans, voire un peu plus. Les prérequis, tout d'abord, et ça a été évoqué, vous l'avez dit, Laurent, vous avez parlé de lutter contre les silos, le cloisonnement. Une des dispositions les plus essentielles, c'est la transversalité, bien évidemment aussi bien horizontale que verticale. Et c'est pour ça que là-dessus, c'est ce décloisonnement qui est nécessaire, car cette réussite, cette transition écologique ne sera que collective. Et pour ça, elle doit être transversale. Le deuxième élément, c'est la mise en réseau avec divers acteurs. Nous avons ici une entreprise Engie, ça fait partie des acteurs avec qui on se doit de travailler. Vous avez les collectivités territoriales à tous les niveaux, vous avez les communes, bien évidemment, les EPCI, le département qui a un rôle majeur à l'échelle départementale, et la région avec le gouvernement. Mais vous avez aussi les citoyens, et ceux-là, on doit les amener avec nous, c'est notre rôle aussi de les amener avec nous. Ensuite, il y a ce partage d'expérience qu'il faut pouvoir échanger, qu'on puisse trouver des endroits et des lieux et des moyens de pouvoir échanger ce partage d'expérience du terrain pour essayer de le faire remonter, qu'on puisse l'analyser, faire un diagnostic pour enfin mettre en place une co-construction de tous ces dispositifs-là. La co-construction est quand même essentielle au succès de toutes ces transitions, car elle doit être partagée de tous, elle doit être comprise de tous et partagée de tous. Quand j'ai dit ça, après, concrètement, comment ça peut s'illustrer et se caractériser au niveau du département? Tout d'abord, je vous ai parlé d'acteurs, de citoyens. Le département, depuis plus de 3 ans, a mis en place le budget éco-citoyen. C'est quelque chose où le département a mis en place 2 millions d'euros, et c'est les citoyens qui proposent des projets éco-citoyens sur leur territoire, qui votent pour ces projets éco-citoyens et qui les mettent en place. Donc c'est quelque chose où le citoyen est au cœur du dispositif, et là, le département est juste facilitateur pour mettre en place ces démarches-là. On a parlé aussi vous avez parlé de SAS Puits d'énergie. Alors c'est une SAS qui est créée à 50-50 avec Territoire d'énergie, ex-SIEG. Et là, je rejoins Laurent, à votre définition de résilience, où vous avez parlé de transformer, de capacité à surmonter les critères. Il y a une notion aussi qui était essentielle, c'est bien sûr indépendance. Et nous, l'objet ultime de ça, c'est de produire de l'énergie pour être à terme, je ne sais pas à quelle échelle temporelle, mais être à terme le plus indépendant possible en termes d'énergie renouvelable, avec des panneaux solaires, avec de l'éolien, toujours pareil, sur le mix énergétique. J'attire votre attention aussi qu'on ne va pas mettre en avant une solution énergétique par rapport à une autre. On doit tenir compte des spécificités de tous les territoires. Et en fonction des spécificités de chaque territoire, on doit adapter la meilleure solution possible par rapport à ces spécificités. Il y a aussi, on a comme dispositif Cocon 63, Cocon 3 du Puy-de-Dôme, qui va accompagner les communes pour essayer de remplacer toutes leurs chaudières à fioul par des solutions énergétiques beaucoup plus vertueuses. Comment ça se passe? Déjà, il y aura une phase de diagnostic, on va les accompagner, parce que les communes n'ont souvent pas les ressources et on doit les accompagner sur l'analyse, le diagnostic, ensuite les aider à passer à un marché, et enfin on les aidera à terme à l'investissement. Donc ça, c'est des solutions très concrètes pour aider les territoires. Il y a cette mise en réseau et en relation qui a été évoquée, et on va travailler d'ailleurs d'ici l'année prochaine, je l'espère, avec le CISCA, pour qu'on puisse créer un réseau avec tous les élus de terrain qui puissent nous faire remonter ces informations-là, et pour qu'on puisse mettre en place et co-construire, je le répète, des dispositifs et des solutions pour aller vers une transition écologique beaucoup plus vertueuse pour nos territoires. Voilà en quelques lignes ce que je pouvais dire sur les dispositifs qu'on a. Une chose, et je finirai par là, les partenaires. On a parlé de transversalité avec les collectivités, mais d'autres partenaires. On a travaillé avec la Fabrique nationale,
la fabrique des transitions au niveau national, on a créé une fabrique départementale pour mettre en réseau. Là, on a fait un appel à projet au niveau européen aussi. Donc voilà, on essaye de créer des partenariats, des liens, des réseaux avec toutes ces entités, aussi bien horizontales que verticales. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur les actions concrètes du département. Mais, merci beaucoup. Et effectivement, dans cette fabrique des transitions, à l'échelle du Puy-de-Dôme, il y a déjà quelques territoires, 4 si je me souviens bien, qui sont engagés et qui peuvent être à la fois plus urbains ou beaucoup plus ruraux. C'est tout à fait ça. L'idée, j'ai parlé tout à l'heure de prérequis, il y a des écueils à éviter, c'est de diviser, d'opposer les territoires. On ne divise pas, on ne peut pas opposer le rural avec l'urbain. Il faut qu'on trouve des solutions en fonction des spécificités de chaque territoire, je l'ai dit. Et là, on a 4 territoires qui vont travailler, qui ont signé une charte avec nous et la Fabrique nationale des transitions, où le département joue un rôle de médiateur et de metteur en scène pour mettre en place ces transitions. Ces collectivités, alors il y a des communes et des EPCI, doivent respecter un certain nombre de méthodologies pour mettre en place ces changements et ces transitions sur leur territoire. Et ensuite, une fois que cette méthodologie est mise en place, qui nécessite une co-construction avec leurs citoyens, avec leurs administrés, toujours pareil, on les aidera bien évidemment au niveau de l'investissement pour les aider à concrétiser leur projet qu'ils auront co-construit avec leurs administrés. Merci beaucoup. On voit ce jeu d'acteurs intéressant, les citoyens, les collectivités. On voit bien que finalement le département peut avoir un rôle important dans l'accompagnement, hein, pas nécessairement pour décider tout, hein, mais voilà, il y a des expériences qui naissent des territoires, des citoyens, des communes, des communautés de communes. Vous pouvez les accompagner et puis vous pouvez impulser aussi. C'est à la fois une pompe ascendante et descendante, et on voit que c'est une forme, si je puis dire, de stratégie circulaire, hein, qui se met en place et qui est très intéressante finalement. Et le dernier acteur, par rapport aux entreprises, avec la SAS Puy d'énergie, l'idée c'est d'amener aussi des entreprises à travailler avec nous et développer des solutions sur le territoire. Et c'est un dispositif qui est idéal pour fédérer aussi les entreprises du territoire pour œuvrer sur le territoire. Merci pour la transition. On va passer aux entreprises avec M. Guillard et Engie. Alors voilà, on a déjà un peu posé un certain nombre de débats, mais peut-être revenir là aussi un peu sur les fondamentaux, hein, comment l'entreprise Engie, donc une lecture nationale finalement de son action, se positionne par rapport à ces enjeux de résilience énergétique. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on a fait évoluer notre mission en tant que société, entreprise à mission aujourd'hui, pour que l'énergie dont on aura malheureusement, si j'ose dire, toujours besoin pour continuer de vivre, hein, sans énergie, on meurt tous. Donc il faut trouver à la fois les moyens de moins en consommer, donc ça c'est tout le travail sur la performance énergétique, sur la sobriété, et là aussi on est engagé à accompagner les uns et les autres dans cette démarche, et en même temps, ce qui va nous rester à consommer comme énergie, eh bien, trouver ensemble les voies et moyens pour que ça soit, comme le disait très bien M. Perret, des énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables sont généralement liées au territoire. On a tous du soleil au-dessus de la tête, plutôt une chance. Ici, on en a parlé tout à l'heure, il y a de la biomasse en quantité intéressante. Donc effectivement, comment, puisque l'énergie, hein, je le rappelle, l'électricité, c'est important, mais la chaleur, elle est très importante aussi. Grosso modo, l'électricité consommée en France, c'est... je parle sous contrôle de mon collègue d'EDF, mais c'est à peu près un peu moins de 50% de l'énergie. Le reste, c'est l'essence, le carburant qu'on utilise malheureusement pour la mobilité, et c'est les énergies fossiles et le gaz pour le chauffage. Donc il faut trouver des alternatives pour l'ensemble de ces types de consommation d'énergie. Comment ça se passe au niveau des territoires? Il y a un des acteurs dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, ce sont les agriculteurs. Et c'est aussi le sens du débat et des échanges qu'on a aujourd'hui dans le cadre de ce Back to Earth. C'est effectivement, c'est aussi une façon d'accompagner la résilience des opérateurs que les acteurs de territoire essentiels que sont les agriculteurs pour, avec eux, trouver les voies et moyens de pérenniser une activité,
Je pense à la filière sylvicole. Donc, la biomasse qu'on utilise, nous, dans nos chaufferies, c'est une partie simplement de la production liée au bois. Hein. On va utiliser le bois d'élagage, les coupes légères sur les arbres nécessaires pour les revigorer. Là, je ne sais pas si quelqu'un de l'ONF ou si un sylviculteur est là, mais il en parlera mieux que moi. Mais ça, clairement, c'est des possibilités. Vous avez dans le territoire du Puy-de-Dôme beaucoup de chaudières biomasse qui existent. On peut encore en développer aujourd'hui parce que même si le mois d'octobre à Clermont a été particulièrement chaud, j'ai regardé ça en venant, quand vous connaissez quand même des hivers assez rigoureux, donc il faut qu'on trouve des solutions. La production d'électricité aussi, on commence à travailler de plus en plus, non pas pour faire des champs photovoltaïques qui peuvent se mettre là où les terres sont incapables de faire autre chose, malheureusement, parce qu'elles sont, voilà, pour des raisons historiques liées à l'histoire industrielle et à l'histoire de la gestion des déchets inutilisables, y compris pour faire de l'agriculture. Donc là, on peut mettre des panneaux. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'agri-photovoltaïsme, c'est-à-dire comment mettre en œuvre des systèmes de production photovoltaïque sans pénaliser l'activité agricole. Il y a un exemple que Nathalie Dini, qui est là, me présentait tout à l'heure, où on travaille sur un terrain de l'INRA pour montrer qu'effectivement, on avait déjà montré que la comptabilité élevage ovin avec photovoltaïsme marchait. Aujourd'hui, on va aller jusqu'à l'élevage ovin avec les vaches, donc pour vérifier que éventuellement, il n'y a pas de contradiction entre cette dynamique d'élevage et la production photovoltaïque d'électricité. Donc c'est alors je peux aussi parler d'hydroélectricité. Je peux parler parce que dans l'enjeu de la consommation énergétique, la mobilité est importante. Elle est malheureusement importante. J'en parlais sur la consommation d'essence. Donc comment on trouve des énergies alternatives à la mobilité? C'est le biogaz. Là aussi, l'exemple du Puy-de-Dôme, la méthanisation, vous l'avez lancé, vous avez fait cet effort. Ça aussi, ça intéresse les agriculteurs. C'est aussi une façon de valoriser des entrants qui sont des déchets, quelque part, de la production agricole. Donc, il faut qu'on valorise et qui peuvent revenir dans l'économie locale. Eh bien, la méthanisation, elle permet de faire du gaz pour le chauffage, mais elle permet aussi de faire du gaz pour la mobilité avec le biogaz carburant. Et on commence à travailler de plus en plus, et à Clermont-Ferrand, vous avez déjà un exemple, c'est l'hydrogène. Hein, où je fais de l'énergie électrique, notamment par le photovoltaïque, par les éoliens, les éoliennes par ici, je ne crois pas qu'il y en ait énormément, ce n'est pas votre objectif si j'ai bien compris, mais voilà, on fait de l'énergie électrique par le photovoltaïque, et effectivement, on alimente un système d'hydrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène vert, qui est cet hydrogène vert qui sera utilisé dans la mobilité. Donc ces dynamiques-là, elles sont, comme vous le voyez, territoriales. Elles sont, comme le disait mon voisin, partenariales. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça tout seul dans notre coin. On va faire ça avec les collectivités locales qui doivent quelque part animer cette logique d'évolution, avec les agriculteurs, j'en parlais, mais aussi avec les citoyens, parce que voilà, ces projets qui sont des projets de transformation, hein, l'énergie, on la voyait arriver et puis on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On se pose des questions, c'est légitime, mais il ne faut pas avoir peur de la démarche. Il faut être dans une logique de co-construire, vous avez envoyé le terme avant moi, co-construire, donc se confronter les uns les autres à nos peurs, à nos croyances. Il y a beaucoup de croyances dans le domaine de l'énergie, donc travailler ensemble, et y compris co-investir, c'est-à-dire que les associations de citoyens, les associations de copropriétaires dans des grandes résidences par rapport à des chaufferies bois, se fédèrent pour accompagner notre effort d'investissement. Donc vous voyez, voilà, c'est un changement pour nous, hein, en termes historiques, c'est un changement pour les territoires, et c'est une mobilisation sur l'enjeu énergétique qui est essentielle. On parlait de la transition, je vous en parlerai peut-être mieux que moi, mais effectivement, voilà, ces notions-là, on y est allé à fond, quoi, et on continuera d'y aller parce qu'il en va de notre pérennité, hein, en tant qu'acteur économique, mais il en va aussi de notre pérennité à nous tous, citoyens de cette terre et de ce monde. Merci. Peut-être pour rebondir un peu en termes de méthode, un peu comment vous mettez en œuvre à l'échelle des territoires, hein, ces projets avec toutes les parties prenantes que vous avez évoquées. Voilà, quelles sont les étapes finalement qui... Alors, les étapes passent par un des préalables de savoir le diagnostic du territoire. Donc ça, c'est plutôt les collectivités locales qui, par le biais des plans climat, air, énergie territoriaux, par le biais des schémas directeurs d'énergie, analysent les disponibilités liées aux énergies renouvelables de leur territoire. Et nous, derrière, on va schématiser, modéliser la capacité de produire ici de la chaleur, de produire éventuellement du froid, hein, parce que malheureusement, là aussi, les conditions de réchauffement font que
on ne peut pas complètement négliger l'aspect climatique. Nos immeubles de bureaux en particulier, nos hôpitaux n'ont pas été conçus historiquement pour faire face à des réchauffements conséquents. Donc il faudra les rafraîchir, pas les climatiser, mais les rafraîchir. Et pour les rafraîchir, comment trouver des bonnes solutions, là aussi, en mobilisant les énergies renouvelables? C'est possible, c'est plus compliqué que le choix encore, mais on essaye d'y travailler. Donc, ces modélisations-là, on les fait. Et puis, bien sûr, sur la partie électrique, on analyse la capacité à produire intelligemment et avec des bons rendements de l'électricité renouvelable. Et lorsqu'on détecte la démarche, là, il faut aller à la confrontation de la collectivité, des citoyens, des acteurs, et puis, bien sûr, faire jouer les concurrences, puisque tout ça se passe dans un milieu concurrentiel. Et donc tout ça permet de faire émerger des projets petits, plus importants, et donc en fonction un peu des partenariats. Voilà, tout à fait. L'idée, alors effectivement, je parlais de méthanisation, on est plutôt, nous, sur des logiques de fédérer des opérateurs qui apporteront des entrants pour avoir quand même une production qui pourra être injectée dans le réseau pour alimenter des stations de bio-GNV, voire alimenter directement les canalisations de gaz qui existent dans beaucoup de collectivités. Sur la chaleur, effectivement, on est plutôt sur la logique de mutualisation. Je parle sous le contrôle de l'ADEME, mais un réseau de chaleur suppose au moins 2 abonnés. Et lorsque vous êtes efficient en termes énergétiques, c'est-à-dire que vous avez plus d'énergie renouvelable que 50 ou 60%, vous bénéficiez, pour l'instant c'est toujours le cas, je pense que ça le restera parce que l'Europe y tient et la France y tient aussi, d'une TVA à 5,5. Donc il y a un effet économique aussi qui a permis de développer ces réseaux dans des dimensions qui sont intéressantes. Et aujourd'hui, hier, on était attaqué parce que voilà, les réseaux de chaleur, vous consommez du bois, c'est pas bien, la géothermie, c'est compliqué. Aujourd'hui, tout le monde vient nous chercher parce que cette énergie-là, ces réseaux de chaleur-là, ils ont une chaleur relativement stable. On est sur un gros investissement au départ, mais après, sur des entrants, le soleil, il restera gratuit, moi je le pense. La biomasse, elle a un coût, il ne faut pas la négliger, mais on sait parfaitement la tracer et surtout, c'est un coût français, ce n'est pas un coût qui vient de je ne sais où. Le biogaz, là c'est pareil, on est sur un cycle local, tout ça est relativement surveillé par la CRE en plus, donc l'État surveille quelque part la façon dont on calcule tous nos prix. Donc il y a effectivement une opportunité économique, une opportunité environnementale et des acteurs, nous et d'autres, qui peuvent s'engager pour accompagner ces objectifs des territoires. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Delquerou, qui nous a déjà posé un peu si je puis dire, le décor systémique des enjeux de résilience, mais peut-être y revenir un petit peu et puis voir un peu comment vous voyez, et du coup on peut aussi aborder les questions alimentaires, comment vous voyez un peu la position stratégique finalement des territoires ruraux dans ces enjeux systémiques de transition. Merci. Alors, bon, je vais commencer par dire que j'aime les territoires ruraux. Mais que, voilà, je sais bien qu'on est dans un événement où on veut mettre en avant les territoires ruraux comme des solutions. Et je crois profondément que les territoires ruraux, l'agriculture peut être une solution. Mais je trouve que ce serait une erreur de ne pas commencer par dire qu'aujourd'hui, c'est une partie du problème. C'est-à-dire, surtout si on s'intéresse à des sujets comme la résilience alimentaire, les questions énergétiques. Aujourd'hui, les territoires ruraux, c'est une agriculture extrêmement dépendante des énergies fossiles, c'est des systèmes agricoles hyper spécialisés, c'est aujourd'hui un système agro-industriel qui fait qu'il y a de la malbouffe, c'est des circuits d'approvisionnement routiers extrêmement lointains à cause de cette spécialisation et de l'absence de transformation sur les territoires. Et ça ne concerne pas que les territoires urbains, je parle bien des territoires ruraux, sachant que les territoires ruraux, ils ont en plus une double peine, c'est que non seulement les produits alimentaires qu'ils consomment passent aussi par Rungis, mais en plus, il faut prendre la voiture pour aller les chercher dans les centres commerciaux. Alors que les urbains, a priori, ils les ont à côté de chez eux. Voilà, je parlais de la voiture, la dépendance à la voiture, elle est évidemment maximum dans les zones de campagne. 90% des déplacements domicile-travail à la campagne se font en voiture. C'est évidemment pas le cas dans les centres urbains, même si dans les couronnes périurbaines, c'est aussi très, très, très fort.
Qu'est-ce que je pourrais raconter? Je pourrais raconter aussi que on est sur des activités économiques en zone rurale qui peuvent être extrêmement dépendantes aussi des énergies fossiles. Je pense au tourisme, on a tout le développement économique aussi, où on fait des zones d'activité. Enfin, donc il y a pas mal de choses qui font que les enjeux de précarité alimentaire, les enjeux de précarité énergétique, oui, le record des passoires thermiques, c'est en zone rurale. C'est la part de passoires thermiques les plus importantes, elle est à la campagne, avec une exception à Paris, mais c'est encore particulier Paris. Voilà, donc très forte dépendance aux énergies fossiles, une agriculture et des espaces agricoles et forestiers qui aujourd'hui, dans le système actuel, ne permettent pas, sont à la fois très énergivores, donc très sensibles aux crises énergétiques, et donc inflation, et donc précarité alimentaire. Les gens se nourrissent moins bien, et développement de la malbouffe avec les problèmes sur la santé, l'obésité, le diabète, etc. Donc ça concerne aussi les territoires ruraux. Alors maintenant, c'est aussi, on parlait des plans climat, par exemple, les plans climat territoriaux aussi. On pourrait, si je veux, bon, je pourrais en parler longtemps, mais je vais quand même insister aussi sur les territoires ruraux qui sont une partie importante de la solution. Mais il y a aussi un énorme enjeu à partager ce diagnostic-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de diagnostic, on parle beaucoup de prise de conscience, mais il y a une différence entre avoir entendu parler d'un problème de dérèglement climatique, d'un problème de crise énergétique, de crise écologique, et avoir vraiment compris le problème, et compris la nature systémique justement des enjeux, le fait que tout est lié. Et là, et le fait qu'il faut tout transformer en fait. Et là, on en est loin. L'association des intercommunalités de France a fait la somme, il n'y a pas très longtemps, de tous les objectifs gaz à effet de serre des plans climat français. En sommant les objectifs, alors ça ne concerne pas que la ruralité, mais enfin c'est toutes les intercommunalités de France, donc ça concerne une bonne partie des 88% de communes qui sont rurales en France. On arrive à la moitié de l'objectif national en 2050. Donc on n'est vraiment pas dans les clous. Et une partie des élus et des collectivités qui ne sont pas dans les clous, il y en a beaucoup qui sont dans la ruralité. Donc il y a un gros enjeu quand même à prendre conscience que de l'urgence aussi. Là, j'ai parlé de 2050, mais l'enjeu, il est 2030. 2030, la France s'est engagée sur des choses très précises. Elle s'est engagée à réduire très fortement ses émissions de gaz à effet de serre par personne. C'était 5 tonnes, maintenant ça va passer à 4 tonnes. Elle s'est engagée à réduire l'étalement urbain. L'étalement urbain, il est plus important en proportion en zone rurale que dans les autres territoires. Enfin, il y a comme ça toute une série d'éléments qui, si on ne les a pas quand même en tête, pour questionner et pour justement ensuite revendiquer une transformation et des territoires ruraux qui sont une grande partie de la solution parce qu'effectivement ils ont beaucoup d'atouts. Je crois qu'on fait fausse route si on reste juste sur la campagne, l'alternative, et parce que la campagne telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas résiliente et n'est pas capable de faire face aux enjeux de résilience alimentaire et énergétique tels qu'on les voit aujourd'hui. Donc il y a d'énormes transformations qui associent évidemment aussi les territoires. Alors un mot quand même sur, histoire d'arrêter de plomber le sujet. Alors évidemment, si on parle alimentation, si on parle agriculture, évidemment, ça va passer par la ruralité. Elle a quand même cet espace pour une production, mais qui doit être complètement réorienté sur le marché local. Mon voisin travaille sur l'agroécologie, donc une production qui va consommer moins d'énergie, moins d'intrants, moins de ressources, qui va être beaucoup plus intensive en hommes et en femmes. Le Shift a pas mal travaillé sur la décarbonation de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est de loin le secteur des emplois de demain. C'est-à-dire que si on veut vraiment décarboner l'agriculture et l'alimentation, on va créer des centaines de milliers d'emplois. Encore faut-il
que la société en général et la ruralité en particulier soient capables de les accueillir. Donc avec toutes les politiques aussi d'accueil, d'installation agricole, mais aussi d'accueil dans les bourgs, de rénovation des bourgs, etc. etc. L'atout, évidemment, la prise de conscience des atouts de la ruralité, elle est essentielle. L'atout, c'est aussi, on en a parlé un peu, c'est le puits de carbone. Je parlais un peu de stratégie nationale. La France a fixé ses objectifs de décarbonation en comptant sur des puits de carbone. Et ces puits de carbone, c'est essentiellement les zones rurales, espaces naturels, espaces agricoles, espaces forestiers. Aujourd'hui, les espaces agricoles, c'est 19% des émissions de gaz à effet de serre, alors que ça doit être un puits de carbone. Donc il va falloir transformer complètement ces pratiques agricoles. Les pratiques forestières, aujourd'hui, on compte, je ne veux pas vous asséner de chiffres, mais il faut savoir que les hypothèses sur lesquelles la France a bâti sa stratégie, aujourd'hui, on se rend compte que la forêt va tellement mal, supporte tellement mal le réchauffement climatique, est malade, etc. Je ne parle même pas des incendies qui vont faire évidemment qu'être de plus en plus nombreux, qu'on s'est rendu compte que le pouvoir de captation de la forêt française est moitié moins que ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que l'objectif de neutralité carbone à 2050, on va devoir réduire notre capacité résiduelle à absorber. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans quelques mois, vous allez voir, on va sortir une nouvelle stratégie, des nouvelles ambitions, et il va falloir faire des efforts encore plus importants de réduction des gaz à effet de serre, de réduction de la consommation d'énergie, puisque l'essentiel de nos gaz à effet de serre, je le rappelle quand même, c'est quand même la consommation des énergies fossiles, la combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Charbon, en France, on n'en consomme pas beaucoup, mais gaz aussi. Donc l'objectif, c'est de supprimer le gaz. Alors, certes, un objectif qui n'est pas pour demain matin, mais c'est quand même, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Voilà, donc moi, ce que je voulais dire, c'est juste, alors il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites d'ailleurs tout à l'heure dans la table ronde. Les espaces ruraux, c'est les puits de carbone, c'est des espaces de production d'énergie renouvelable. J'attire quand même beaucoup, je mets attention au rêve de la biomasse. Pardon. Donc attention quand on dit que la biomasse, surtout quand c'est intéressant parce que la table ronde là, c'est énergie et alimentation. À un moment donné, la biomasse énergie, que ce soit le bois, on le compte. Aujourd'hui, on en a plus besoin pour capter les résidus d'émissions ou pour du matériau de construction. Que de mettre le paquet sur l'énergie, même si évidemment il y a une filière bois énergie qui continue et qui va se développer. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'avec la crise énergétique, on se précipite sur le bois et on a des coupes de bois qu'on n'avait pas anticipées, qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on avait imaginé. Alors que, je le répète, on a besoin que notre forêt grandisse et on a besoin que notre forêt soit exploitée pour se substituer à des matériaux de construction. Enfin, je n'en reviens pas trop là-dessus. Même chose sur la biomasse agricole. La biomasse agricole, on a besoin que nos systèmes agricoles se transforment. Donc la biomasse, la méthanisation agricole à très grande échelle, agro-industrielle, celles qui reposent sur des exploitations qui ne vont pas ou qui ne peuvent pas se transformer. Voilà, on a fait mes collègues ingénieurs ont fait des calculs. Si on voulait transformer évidemment les énergies fossiles en biomasse énergie, il faudrait la quasi-totalité des surfaces agricoles françaises. Donc là aussi, attention, même chose pour l'hydrogène. L'hydrogène, tout le monde en rêve, surtout dans cette région, je crois. L'hydrogène vert demande tellement d'électricité, tellement de matériaux, qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Est-ce qu'on va le consacrer à la mobilité ou est-ce qu'il y a des domaines plus stratégiques? Je pense par exemple à la scierie, je pense aux engrais. On n'a pas parlé des engrais, mais l'agriculture, la ruralité, c'est une consommation d'engrais énorme. L'engrais, c'est du gaz, hein, vous le savez. Donc aujourd'hui, le prix des engrais a fait x4 depuis 2020 à cause du prix du gaz. Et donc demain, même dans un système agroécologique, on aura peut-être encore un petit peu besoin d'engrais.
Et peut-être qu'on sera content d'avoir de l'hydrogène pour fabriquer de l'engrais français plutôt que Mais ça veut dire aussi que l'État sera capable de cadrer un peu les choses, ce qu'il ne fait pas ou pas assez à nos yeux aujourd'hui. Donc voilà, donc je termine en disant que la ruralité a énormément d'enjeux, d'atouts. Il y a un énorme enjeu qui est de prendre conscience de ces atouts, et aujourd'hui c'est loin d'être le cas, de revendiquer ces atouts à la fois pour améliorer sa propre résilience, c'est-à-dire se transformer, c'est ce que j'ai voulu illustrer en disant qu'il y avait une partie du problème qui était quand même sur les territoires ruraux, mais aussi pour se mettre au service d'une contribution plus large. Alors ça peut être celle des villes, dont on a vu que les villes, quoi qu'elles fassent, elles continueront d'émettre des gaz à effet de serre et donc elles auront besoin qu'il y ait des puits de carbone, notamment dans les espaces ruraux, ou que ce soit au niveau national. Quand on a la chance d'avoir un territoire forestier, on le fait pour l'atteinte de la neutralité carbone au niveau national, et donc à charge pour les territoires ruraux, pour les décideurs ruraux, de prendre conscience de la valeur stratégique de leurs ressources et d'aller défendre, d'aller négocier ensuite les moyens pour prendre soin de ces ressources et les développer, les mettre en valeur. Je pourrais tenir la parole trop longtemps, mais j'en garde un peu pour tout à l'heure. Ouais. Voilà, ben, on va prolonger sur notamment ces enjeux alimentaires. Et dans l'échange préalable qu'on avait eu, il y avait aussi un peu l'idée peut-être, pas dire de secouer le cocotier, mais qui était de dire parfois, faut peut-être partir aussi de ce qui fonctionne pas, de ce qu'on n'arrive pas à construire justement dans les territoires, pour voir ensuite, évidemment, quand même il faut espérer, la dernière question qui a été posée tout à l'heure, voir un peu quels sont les leviers potentiels. Mais peut-être démarrer un peu de ces blocages tels que vous les percevez dans votre structure. Ouais, merci. Alors, j'ai beaucoup aimé les différentes interventions. Je n'avais pas du tout pris la table ronde sous cet aspect-là. Mais quand on parle de résilience alimentaire et énergétique, en fait, le problème qu'on a, c'est un problème d'énergie, tout simplement. On l'a vu à travers les différentes personnes qui sont intervenues. Mettre du pétrole dans un tracteur, c'est de l'énergie. Produire un engrais, c'est de l'énergie. Le travail humain, c'est de l'énergie. Quand on a mangé du glucose, ce glucose, il vient de plantes ou il vient d'animaux qui ont eux-mêmes mangé des plantes. Ces plantes-là ont fait de la photosynthèse, ont capté de l'énergie solaire, c'est de l'énergie. Et le problème qu'on a aujourd'hui, donc c'est un problème d'énergie. Comment on arrive à capter plus d'énergie pour le mettre dans nos sols plutôt que de le rejeter dans l'atmosphère, comme on le fait si bien depuis quelques siècles. La méthanisation, je voulais juste revenir là-dessus avant de basculer sur mon propos principal. On a fait quelques études avec la région, avec GRDF sur la méthanisation. Et ce qu'on remarque bien souvent, c'est que voilà, si on prélève plus d'énergie qu'on en laisse au système agricole, en fait, le système agricole, il perd de l'énergie. Et donc, en fait, on ne stocke pas suffisamment de carbone comme on a pour objectif de le faire. Donc, on se retrouve à aller chercher des matières végétales à 80 km. Donc, on brûle du fuel, enfin, du gasoil pour faire revenir des matières végétales dans un méthaniseur qui a été dimensionné trop grand par rapport à ce qui était disponible, du moins ce qui était capable d'être pris, d'être prélevé, tout en laissant au système agricole suffisamment d'énergie à laisser au sol. Alors, je reviens à mon propos principal. Le CNRA, on s'est créé donc en septembre 2020. Donc on était, comme un peu tout le monde, arrêté là au mois de mars 2020, premier confinement. Et puis on s'est téléphoné à 2-3, et puis on s'est dit mais c'est bizarre quand même, les tankers, les camions, il n'y a plus rien qui circule. Et on commence déjà à parler de problématiques de résilience alimentaire, de problématiques d'approvisionnement dans les supermarchés, parce qu'il y a des choses qui n'arrivent plus, parce que les pièces mécaniques des tracteurs, il y avait des délais de 10 mois, ils ne savaient même pas quand est-ce qu'ils allaient pouvoir réparer les tracteurs. Donc on arrivait à un truc un petit peu flippant de notre point de vue, où on se disait, en fait, peut-être que dans 2 mois, il n'y a plus à manger. Voilà.
Une ville comme Paris, je crois que c'est 3 jours les réserves. Et à partir de là, on s'est dit, c'est quoi la résilience en fait alimentaire? Et la résilience alimentaire, pour faire simple, c'est la capacité d'un territoire à fournir en quantité et en qualité, on a parlé de malbouffe, suffisante en produits alimentaires les gens qui vivent sur ce territoire. Et donc dès lors qu'il n'y a plus de carburant, qu'il n'y a plus d'engrais, qu'il n'y a plus de machines pour faire tourner les tracteurs, etc., en fait, il n'y a plus de résilience. Et donc, on a voulu aborder cette question de la résilience. Alors, on est aujourd'hui 80 structures adhérentes au CNRA. Il y a des collectivités, il y a des entreprises, il y a des citoyens, il y a des députés. Enfin, voilà, ça regroupe tout un tas de gens qui ont envie de faire bouger les choses. Et du coup, moi, je parle avec maintenant ma casquette Biosphère, Centre de développement de l'agroécologie, mais ça fait 10 ans en fait qu'on accompagne les gens sur le terrain. Donc on a un peu le retour d'expérience du rôle des territoires dans cette résilience. On travaille avec la métropole de Lyon, avec Bourg-en-Bresse, avec Valence, avec des plus petites collectivités, avec des grands groupes comme LVMH, Pernod Ricard, Antros, Danone, etc. Et moi, j'ai retenu, en fait, l'idée, c'était de prendre un peu le contre-pied, de dire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les territoires ne sont pas capables de mettre en place cette résilience. Donc, 4 raisons. Alors, on peut en citer d'autres, peut-être. Voilà, moi, en préparant, je me suis dit, voilà, les 4 qui me semblent sauter aux yeux. Le changement politique. Alors ça, c'est le truc, c'est génial. Donc, on commence un projet. Le projet, on nous dit, je voudrais approvisionner mes cantines de restauration collective, cantines scolaires, avec des produits locaux. Très bien. Donc on commence, on recrute des agriculteurs du territoire, qui sont forcément pas en bio, puisqu'il y a 8% d'agriculteurs qui sont en bio en France. Et puis, 5 ans après, on nous dit, changement politique, nouvelle direction, on veut tout du bio. Bah ouais, mais nous, c'est pas bio. Bah ouais, mais nous, on veut tout du bio. C'est possible? C'est pas possible. Bon, on arrête les financements. Salut! Voilà, donc ça c'est pour moi un des plus gros freins, c'est un changement politique comme ça, du jour au lendemain, on a engagé des choses et puis finalement on décide que c'est plus comme ça qu'il faut que ça soit. Deuxième point, c'est, je l'ai appelé la divergence d'intérêts supposés. En gros, sur un territoire, vous avez des acteurs, que ce soit des collectivités, que ce soit des syndicats, que ce soit des organismes économiques bien implantés ou pas. Et en fait, chacun pense que les autres ont des divergences d'intérêts. C'est-à-dire qu'on n'a pas, tant qu'on ne partage pas, en fait, qu'on ne se dit pas c'est quoi ton intérêt à toi, c'est quoi mon intérêt à moi, mais en fait, on croit tous qu'on a des intérêts qui sont divergents. Et donc, on se retrouve souvent à devoir, à entendre plutôt, c'est plutôt comme ça, à entendre des organismes qui nous disent « Ah mais vous inquiétez pas, ça on le fait déjà. Ah mais vous inquiétez pas, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. » Puis en fait, quand on regarde le diagnostic qui a été fait par un bureau de conseil indépendant, on voit bien que il n'y a que 4% de fruits et légumes qui sont consommés sur le territoire, qui sont produits sur le territoire. Donc il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, donc il y a ce genre de situation. Et puis du coup, quand on dit ce serait bien de travailler là-dessus, ne vous inquiétez pas, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Bon, en 20 ans, il ne s'est pas passé grand-chose, force est de constater. Troisième point, c'est l'inadéquation entre la théorie et la pratique. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, cette loi de Murphy qui est assez bien. C'est, alors je sais plus, j'entends rigoler. La théorie, c'est quand ça fonctionne pas, mais qu'on sait pourquoi. La pratique, c'est quand ça fonctionne, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Et quand la théorie rencontre la pratique, c'est que ça ne fonctionne pas et on ne sait pas pourquoi. Et bien souvent, les collectivités, elles se retrouvent un peu avec ce problème-là de, on a la théorie, on voudrait tous avoir une super légumerie, une super conserverie. Voilà. Et en fait, on est dans ce fantasme de chacun sur son petit territoire voudrait avoir la même chose que le voisin, sans forcément se poser la question de est-ce qu'on peut tous avoir ça, ou est-ce qu'il suffirait aussi, est-ce qu'on pourrait aussi réfléchir à collectiviser un certain nombre d'outils et à faire en sorte que ça soit rentable. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tout le monde a le même truc, c'est qu'on se retrouve à avoir
des choses qui sont sous-utilisées, et du coup qui sont subventionnées pour pouvoir fonctionner. Et on se retrouve avec des fois tout simplement pas d'agriculteurs en face pour pouvoir fournir la légumerie. Ça, c'est le truc standard. On fait une énorme légumerie, puis en fait, elle tourne à 50% parce qu'il n'y a que 3 maraîchers qui sont installés sur le territoire et on ne trouve personne pour s'installer. Et 4e point, c'est les financements qui disparaissent. Boum. Alors, un petit exemple, mais notre premier projet, quand on a démarré le CDA, c'était un groupe d'agriculteurs dans l'Ain qui voulait faire une filière farine de céréales anciennes. Donc, on les a accompagnés à sélectionner ces variétés de blé ancien. On a acheté la beule, on a acheté, voilà, on a tout fait, quoi. Et puis, voilà, on s'est dit, pour arriver à avoir une bascule économique, à faire en sorte que ça soit rentable et du coup qu'il n'y a plus besoin de financement public pour que ça tourne, il faut qu'on travaille sur les rendements, puisqu'on travaille avec des polyculteurs éleveurs, les céréales, c'est pas trop leur truc. Donc, il faut qu'on travaille sur la technique pour avoir une production en quantité suffisante. Et donc, ça faisait, je sais pas, peut-être 6-8 ans qu'on travaillait sur le projet. La sélection, c'est long. Et au bout de 8 ans, on a dit ah ben non, finalement, c'est plus la priorité du territoire. Vous avez lancé votre truc, et maintenant vous vous débrouillez, quoi. Donc les agriculteurs, ils n'ont pas de financement, et ils ne travaillent plus dessus, et du coup la filière s'effondre. Donc voilà, quelques petits exemples pour vous donner les grandes problématiques pour moi. Donc changement politique, les divergences d'intérêts, l'inadéquation entre la théorie et en fait la réalité, et des financements. Alors on peut en trouver d'autres, hein, peut-être, mais ce sera peut-être le sujet du débat. Du coup, si je passe maintenant à la partie les choses à mettre en place, donc j'en voyais aussi 4 en réaction à ces quatre barrages de la résilience. C'est dissocier en fait le temps de l'action du temps politique par une gouvernance qui soit séparée en fait. Donc ça, c'est une thématique qui est un peu touchy parce que finalement, quand un territoire il lance quelque chose, enfin une collectivité lance quelque chose, elle n'a pas forcément un PAT par exemple, elle n'a pas forcément envie que sa stratégie soit déléguée à une structure qui n'est pas maîtrisée uniquement par elle-même. Mais voilà, si on veut que ça perdure, il faut quand même que ça soit un peu dissocié du temps politique. Réaliser des communautés d'intérêt communs. C'est-à-dire que quand on pose une stratégie, ces stratégies, il y a des projets, et tous ces projets-là, ils ont besoin de gens, d'acteurs du territoire ou d'autres territoires, de solutions qui ont déjà été déployées par ailleurs. Et donc l'idée, c'est de rassembler ces gens qui ont un intérêt commun de faire changer le territoire. Plutôt que de rassembler les acteurs historiques du territoire qui sont bien installés et qui n'ont surtout pas envie que ça change. Voilà. Et il faut travailler peut-être avec ces gens-là aussi, qui ont des intérêts communs avec nous, mais aussi avec d'autres qui ont envie de faire bouger les choses. 3e point, déployer des solutions qui ont fait leurs preuves. Alors, ça, c'est pour répondre un petit peu à la question aussi du financement, c'est-à-dire que s'il faut réinventer l'eau chaude à chaque fois, c'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les financements, ils peuvent venir à manquer. Alors que si on part d'une solution qui a déjà fait ses preuves dans un autre territoire, c'est beaucoup plus facile de dire, voilà, ça nous a coûté tant de la déployer sur ce territoire-là, il nous faudra à peu près la même chose. Est-ce que vous êtes OK? On part là-dessus. Et voilà, comme ça, au moins, chacun sait sur quoi il s'engage. Et finalement, sécuriser le financement de projets. Alors, je vais y revenir juste après, puisque là, l'idée, c'est de vous dire un petit peu ce qu'on fait au CNRA aussi. Donc, au CNRA, en gros, on a 3 chevaux de bataille en ce moment. C'est on travaille avec l'AFNOR pour réaliser en fait la recette de la résilience alimentaire, comment un territoire il bascule vers la résilience et quelles sont les étapes pour pouvoir y arriver. 2, c'est un baromètre, donc en fait on capte des données un peu de divers organismes et on le met en musique pour donner une lecture en fait du territoire, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il se trouve dans cette résilience. Et le dernier projet qu'on est en train de mener, c'est le projet de ce qu'on appelait de guilde locale. Donc c'est pour en fait mettre en action le territoire. Donc c'est un outillage, si on veut, du territoire, de chacun des territoires. Donc en général, quand on fait un PAT, il y a des ambitions qui sont posées. Et bien souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'à partir de ces ambitions-là, c'est comment en fait les projets ils se déroulent, ils se mettent en œuvre, ils se financent sur le territoire. Et bien souvent, il y a une rupture à ce niveau-là.
Donc, partant de ce constat, on s'est dit, il faut qu'on crée un outil, qu'on outille en fait les territoires. Et donc, on a dit, on va créer ce qu'on appelle les guildes locales. Donc, avec un mode de gouvernance déterminé, avec des outils juridiques qui permettent de monter des structures économiques partagées ou pas partagées. Enfin, voilà, chacun fera comme il veut, mais en tout cas, des structures économiques qui vont porter les projets de territoire. Et puis, développer des modes de financement alternatifs, dans le sens où on va aller chercher du financement sur les marchés du carbone, sur les fonds de dotation, sur le tout à chacun, enfin faire des levées de fonds. Voilà. Donc en fait, on vient proposer un projet. Le projet, il est monté avec les gens de la guilde locale. On propose le projet à des financeurs, levée de fonds, et après on y va, quoi. Donc l'idée, c'est de développer l'ensemble des outils dont le territoire a besoin pour pouvoir passer à l'action. Merci. Merci pour l'ensemble de la boîte à outils, finalement, de grille de lecture initiale et puis de levier. Je vous propose peut-être maintenant d'aller assez vite pour laisser la parole à la salle, parce qu'on a fait un tour d'horizon important, ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas donner la parole à Geoffrey, mais j'ai compris que finalement, vous alliez être complémentaires. Il y a des choses que Geoffrey avait annoncées un peu dans sa présentation en termes d'échanges entre partenaires, peut-être cette idée de guilde finalement locale. Et Geoffrey, peut-être quelques mots sur ces enjeux un peu justement d'ingénierie tels que vous les voyez aussi au CISCA à partir des projets ou des territoires que vous suivez ou que vous accompagnez. Ouais, merci Laurent, pas de souci évidemment pour le timing. De toute façon, l'idée c'était que je m'appuie sur ce qui a été dit, ce qui a été très riche en réalité. J'ai beaucoup pris des notes sur les différentes façons qui ont été amenées. Au début, on a beaucoup parlé de co-construction et je pense qu'effectivement, ma thèse porte thématiquement sur la co-construction des politiques publiques. Donc, effectivement, c'est un concept qui me semble tout à fait opérant. Et en même temps, on se rend compte à l'analyse qu'on manque cruellement effectivement d'ingénierie pour pouvoir développer ces démarches de co-construction. Alors, je ne vais pas rentrer spécifiquement dans le détail aujourd'hui sur ce déficit d'ingénierie. Simplement, je vais essayer de me focaliser sur un point en particulier qui rebondit en réalité sur ce que tu as dit, Florian, tout à l'heure. Moi, ça m'a beaucoup marqué sur la divergence d'intérêts supposés. Parce qu'effectivement, on vit dans des mondes qui sont trop cloisonnés. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On a toutes et tous des compétences, des savoirs professionnels, des savoirs en tant qu'élus, où on a accès à des informations qui sont différentes, des savoirs scientifiques, de la connaissance scientifique. Et force est de constater qu'on présuppose la connaissance des uns sur les autres sans jamais réellement prendre le temps de la partager. Et je pense que s'il y a un point sur lequel il faut absolument insister, et du coup l'idée de la guilde me semble tout à fait opérante, c'est avoir des espaces sur lesquels on a un haut niveau d'information partagée. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des espaces au sein desquels les scientifiques vont pouvoir apporter de la connaissance scientifique, non pas en faisant une conférence, on voit quelles sont les limites de la conférence, quelles sont les limites de l'oralité, mais en s'appuyant sur des exemples, en mettant les mains dans le cambouis avec les acteurs, en explicitant un concept sur la base d'exemples. C'est toute une démarche qui est très particulière. Nous, avec CISCA, on travaille beaucoup notamment sur les démarches de facilitation graphique. On s'appuie beaucoup sur de la cartographie, sur des démarches de cartes sensibles, sur des outils, sur des objets intermédiaires qui permettent de matérialiser cette connaissance. Et je pense qu'on est là sur un enjeu qui est absolument nécessaire. Mais on a aussi besoin d'avoir une explicitation. Moi, j'ai été à la fois du côté des acteurs de l'économie sociale et solidaire, j'ai été à la fois du côté des chercheurs dans les laboratoires, et j'ai aussi 4 ans d'expérience au sein de Clermont-Auvergne Métropole, ce qui fait que cette capacité de naviguer entre les trois mondes et les freins entre les uns et les autres, je les ai à peu près appréhendés. Et il y a une question aussi de temporalité, d'asymétrie de temporalité. Quand on est acteur et qu'on cherche à co-construire avec une collectivité, on ne comprend pas pourquoi ça met autant de temps, pourquoi il faut attendre des mois et des mois. Bien simplement parce qu'on ne maîtrise pas les rouages internes de comment fonctionnent les collectivités. Et donc, ce haut niveau d'information partagée, il est absolument nécessaire, à la fois sur les savoirs, à la fois sur les connaissances, et aussi sur la façon dont fonctionnent les organisations, quelles sont les contraintes organisationnelles. Et je pense que là-dessus, on manque effectivement cruellement d'ingénierie pour co-construire des dynamiques de territoire, et que c'est un enjeu absolu.
Peut-être un deuxième point simplement pour préciser la méthode avec laquelle nous, Syska, on essaye d'appréhender ces démarches de transition et de résilience dans des démarches de co-construction. On a considéré, un peu dans le main timing d'ailleurs, c'est intéressant, mais la crise Covid a généré beaucoup de réflexions sur comment penser les territoires autrement. Et puis en réalité, donc nous, le Syska, on a lancé ce programme Transition et Résilience à peu près dans les mêmes temporalités en juillet 2020, avec l'idée d'abord qui était d'avoir une grande phase de diagnostic territorial. Pourquoi ? Parce que simplement, on s'est rendu compte qu'on avait sur le territoire des agences d'urbanisme qui généraient beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. On avait des instituts comme l'IADT qui généraient beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. On avait des collectivités qui maîtrisaient aussi beaucoup d'informations et évidemment des acteurs socio-économiques. Et que cette connaissance cloisonnée, elle ne permettait pas de générer un diagnostic territorial qui soit suffisamment solide pour pouvoir derrière passer à l'action. Donc ça, c'était le premier point, c'était diagnostiquer. C'est le premier enjeu de diagnostiquer. Et moi, il me semble que souvent, on a les données, mais quand on ne les croise pas, on n'arrive pas à avoir des données, pour reprendre les termes de Laurent tout à l'heure, à travers une pensée systémique. Et on a besoin de croiser les données pour générer une pensée systémique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la nécessité de relier. Une fois qu'on a fait cette démarche de mobiliser les acteurs en capacité de diagnostiquer, il faut réussir à les relier. Et cette reliance, elle est absolument nécessaire. Il faut avoir les outils, il faut avoir les espaces, et il faut avoir l'ingénierie. Et puis, le troisième temps, c'est le temps. Alors, effectivement, la résistance qui est sur le troisième R pourrait s'apparenter en réalité à la transformation, parce qu'en réalité, c'est bien l'enjeu, effectivement. Résister pour transformer l'existant. Et donc, cette démarche en 3R, il me semble qu'elle reste au niveau théorique quand je vous la présente de cette manière-là, mais elle se matérialise chez nous, avec Syska, par le fait qu'on a travaillé d'abord en relation directe avec les collectivités, avec les entreprises. On est allé les solliciter, on s'est questionné sur leurs enjeux, sur leurs problématiques, en termes d'habitat, en termes d'énergie, en termes d'alimentation. Et puis derrière, on a cherché la meilleure modalité pour permettre le croisement avec les acteurs universitaires, avec les acteurs académiques, avec les chercheurs. On s'est rendu compte qu'une modalité qui était extrêmement intéressante, c'était la modalité de la thèse CIFRE, d'avoir des doctorants qui sont au sein des organisations, parce que justement, par le fait qu'ils sont au sein des organisations, ils sont en croisement, un pied dans le laboratoire, un pied dans l'organisation. Et donc, ils ont cette capacité à faire ce passage d'un secteur à un autre. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est rendu compte qu'on travaillait avec des acteurs qui avaient des thématiques partagées. Quand on travaille avec le PAT du Grand Clermont, par exemple, et qu'on travaille aussi avec le Sancy, avec les Combrailles qui ont un PAT émergent, eh bien, on sait qu'on peut relier ces acteurs-là qui, a priori, n'avaient pas forcément d'intérêt commun à se relier, en tout cas sur le présupposé de départ. Et donc, la thèse de doctorat qu'on fait émerger avec le PAT du Grand Clermont, elle permet de relier ces trois acteurs-là. Et puis, dans un troisième temps, une fois qu'on a relié les acteurs qui ont des intérêts communs à travailler ensemble, eh ben, il faut réussir à relier des acteurs qui, a priori, n'avaient pas forcément d'intérêt commun à travailler ensemble. Relier un incubateur, par exemple, Coco Shaker, qui est un incubateur d'entrepreneurs sociaux, essayer de le relier avec des territoires ruraux pour voir si l'entrepreneuriat social en milieu rural, il peut avoir une forme d'efficience pour générer les emplois de demain. Et bien voilà, ce travail-là, à 3 niveaux, c'est ce qu'on essaye de faire comme ingénierie de la co-construction. Et bien entendu, l'objet, c'est de continuer à expérimenter pour effectivement pouvoir éventuellement dupliquer dans quelques temps. Merci beaucoup Geoffrey d'avoir ramassé avec les idées très, très fortes. Je vous propose maintenant de tourner vers la salle et d'écouter vos questions, vos réactions, en essayant d'être assez bref évidemment. Je ne sais pas si le micro... Oui, bonsoir, enfin bonjour encore, je ne sais pas s'il faut d'abord bonjour ou bonsoir. Merci d'abord de toutes vos explications au niveau de la tribune, c'était très intéressant. Alors moi, je ne vais pas être aussi optimiste que ça, parce que je pense qu'en effet, on a un besoin véritable d'avoir de diagnostic au niveau local. Ça, c'est évident, on ne peut rien faire sans qu'on ait une connaissance plus précise des choses. C'est un préalable. Et puis en plus, à travers ça, il y a aussi une envie de vouloir aussi maîtriser les choses, que les opérateurs, mais les citoyens aussi, prennent aussi des décisions, tout au moins ils sont au courant et qu'on partage et qu'il y ait vraiment une participation des citoyens. Ma question, par contre, c'est de me dire, derrière tout ce qu'on dit là, ok,
Mais il y a aussi une économie qui fonctionne aujourd'hui. Cette économie, je ne crois plus personne vraiment la maîtrise véritablement. J'ai beaucoup, maintenant je suis d'un âge avancé, mais j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. J'ai moi-même été élu aussi à des postes de la région. Et je peux vous dire franchement qu'on voit vite les limites de nos actions. Limites dans le cœur de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est en face aussi de contraintes, notamment économiques, pas seulement, mais notamment économiques, qui nous empêchent de faire des choses. En termes d'élus, il ne faut pas qu'on se raconte des blagues et des histoires, parce qu'on va d'illusion en désillusion, finalement, quelque part. Et devant les citoyens, après, c'est grave. On voit ce qui se passe de partout, notamment en Europe, mais pas uniquement. Donc, je pense aussi que les politiques, ils n'ont pas vraiment de maîtrise là-dessus. Tout au moins, ils ne le veulent peut-être pas. Mais cette économie, telle qu'elle marche aujourd'hui, l'économie du grand marché, les multinationales, les décisions se prennent même pas au niveau d'un département, même pas au niveau d'une région aujourd'hui. On le sait bien trop. Et s'il y a quelque part, alors je ne veux pas partir sur la politique, mais si on ne remet pas en cause quelque part cette économie hyper libérale aujourd'hui, sincèrement, je ne vois pas comment on pourra vraiment avancer. Et tout le monde nous dit qu'il y a urgence. Ce n'est pas dans 10 ans. C'est dès aujourd'hui qu'il faut avancer, notamment par rapport au changement climatique. Et toutes les inégalités sociales qui s'en suivent actuellement, pas seulement au niveau de nos départements, ni même de la France, mais même au niveau mondial, pardon. On l'a vu encore récemment, pendant le Covid, c'est encore nos migrants qui ont payé le plus cher, où il y a le plus de mortalité pendant le Covid. Pourtant, on avait eu des rendez-vous avec la préfète ici pour éviter ce genre de problème. N'empêche que c'est arrivé. J'arrête là. Voilà, je pense que vraiment le problème pour moi, il est avant tout ici. Oui, vous avez le micro. Puis alors, voilà, on va regrouper au moins 3 premières interventions et puis on verra s'il y a des réactions sur la table. Oui, bonsoir, Benoît Boulet, directeur général adjoint Crédit Mutuel. Je vais peut-être parler un peu plus comme citoyen, parce que je m'intéresse beaucoup à ces problèmes. Et j'ai eu l'occasion de le dire à M. Delquerot tout à l'heure. Dans les territoires ruraux que je connais bien, parce que j'habite à la campagne, tout ce que vous avez dit, on le comprend. Moi, ça ne me choque pas. Tout le monde a la trouille. Tout le monde a bien compris le problème alimentaire. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la gestion de l'eau. Mais quand on dit on va faire de l'agroagriculture et c'est une source d'emploi, j'en suis convaincu. Par contre, aujourd'hui, pratiquement, on fait comment? Pratiquement, on fait comment? C'est-à-dire que vous créez une exploitation demain, vous allez embaucher combien? 600, 700 personnes pour faire ça, parce que plus de tracteurs, hein, plus d'énergie fossile. Ça, on l'a tous compris. Et comment on peut mettre ça en route en sachant qu'on a des salariés, il faut les payer, et qu'aujourd'hui, l'alimentation, personne ne veut la payer. Ce ne sera peut-être pas le cas demain, mais aujourd'hui, personne ne veut la payer. Quand on monte aujourd'hui des projets, là je vais reprendre ma casquette de financier, de banquier, quand on monte des projets aujourd'hui, la problématique, elle est de pouvoir faire vivre la personne qui est porteur du projet. Est-ce qu'on ne va pas créer des nouveaux pauvres? Merci. Alors, il y a plein de mains qui se lèvent, mais tu voulais dire? Ouais, merci Jean-Yves Pinault. Trois réflexions, je vais essayer de vous faire marrer un peu. La première, c'est un peu iconoclaste et punk, hein, mais en fait, bon, Laurent, tu me connais. La première, c'est que, au regard de mon expérience professionnelle, beaucoup sur le terrain, beaucoup à discuter avec des personnes, des citoyens, des élus, c'est de dire... on ose se reposer des questions sur nos technologies, notre manière d'être. Bon, osons jusqu'au bout, justement. Soit on s'épuise à effectivement faire de la transversalité, soit on se dit que notre système administratif, politique et juridique est à revoir. Voilà. Et pour être très concret, qu'on ose imaginer qu'on enlève, si vous voulez, une centralisation, on va vers une décentralisation, on arrête le ministère de l'Agriculture pour faire un ministère de l'Alimentation et de la Santé, par exemple.
ce qui d'emblée nous éviterait de nous esquinter à faire de l'interservice, de la transversalité, qui n'arrive jamais en fait, réellement. Donc l'horizontalité, le retissage, l'hybridation sur les territoires, ce sont les élus, les citoyens qui s'y collent et qui s'épuisent à ça. Donc osons aussi remettre en question cette vision napoléonienne que l'on a du monde et qui ne correspond plus aujourd'hui ni aux défis ni aux enjeux à venir. Voilà, notre administration est obsolète. Il faut avoir le courage d'oser le dire. Deuxième, c'est une question peut-être plus au niveau d'Angie. Je trouve qu'il y avait une petite révolution là. Qui a eu du mal à passer au niveau des législateurs, mais qui me semble être une petite révolution. J'aurais bien aimé avoir votre point de vue sur la question de l'autoconsommation, parce que je trouve qu'elle est un peu passée à bas bruit, quoi, et qu'elle est assez extraordinaire, et qu'elle est suffisamment extraordinaire pour remettre en question aussi notre manière d'aborder le monde et de croire comment le régir. Et donc c'est ma dernière réflexion, c'est de dire on est là sur l'autoconsommation, sur la question en fait d'une pensée industrielle ou d'une pensée artisanale. Et donc comment des grands groupes, comment des multinationales, comment des organisations, comment nous pensons ce que ça veut dire, hein, de la petite solution reliée. C'est la pensée archipélique, c'est la pensée du local relié au local qui fait le global, c'est le réou atterrir de la tour, etc. Et la dernière remarque, c'est de dire, cette question de système, on voit bien que soit on s'esquinte à trouver plein de solutions extrêmement ingénieuses, mais complètement impossibles à mettre en œuvre, parce que trop complexes et que la marche est trop haute, soit on essaye de se dire, entre adultes responsables, quelles sont les 3 ou 4 mesures qui nous feraient basculer dans un autre système, et comme tout système, il va procurer lui-même de nouvelles manières de produire autrement, voilà, sur les modes de consommation, sur nos modes de vie, nos modes de produire et nos modes d'habiter. Juste ça, quoi. Voilà. Si on ne change pas de système, on risque de s'esquinter. Avant-dernière réaction. Donc David Dehabreux, moi je travaille à l'AMTA, qui est une agence culturelle. Donc j'ai rien à voir, on pourrait dire, avec ni l'alimentation ni le milieu agricole, si ce n'est qu'une partie de nos missions, c'est d'aller collecter dans les territoires ruraux et de récupérer des archives sonores pour nourrir la création contemporaine musicale, parce qu'on trouve qu'il y a du sens, il y a un écho. Donc c'est travailler sur une lecture sensible des territoires ruraux. Et cet aspect sensible est important parce que en fait, c'est les gens qui vivent sur place. Et donc la construction mentale d'un territoire aussi, elle n'est pas liée juste à un espace géographique. Elle est liée à un espace aussi, on pourrait dire un récit territorial. Aujourd'hui, on a un véritable manque de récit territorial. Les gens ne se reconnaissent pas forcément à vivre sur cet espace, ou en tout cas en dehors de leur jardin. C'est difficile après parce que la rue, c'est pas eux, c'est la commune qui doit s'en occuper. On est intervenu des fois dans des territoires ruraux où on devait travailler pour refaire du lien entre les quelques agriculteurs qu'il y avait, notamment en Limagne. Jean-Philippe connaît bien ce territoire, où vous avez de moins en moins d'agriculteurs, plus en plus de périurbains, alors qu'ils ne respectent pas du tout l'architecture locale, on s'en fout. On fait tout du préfabriqué, c'est pas grave. C'est une aberration écologique aussi, mais ça, c'est pas grave. On utilise des terres hyper, on va dire, bonnes au niveau agricole, c'est pas grave non plus. On met du monde, ça fait du monde sur les communes. Par contre, le maire qu'on avait rencontré nous dit, j'ai un problème, c'est que les agriculteurs, à 4h du matin, ils font du bruit, ils salissent les routes, et les gens ne comprennent pas que, oui, ils ont une activité. Et donc, moi, je me dis, mais attends, mais le lien, on a perdu complètement le lien et le rapport au territoire, en fait. Et donc, là-dedans, dans tout ce qui est raconté, moi, je le vis, je le conscientise et tout, parce qu'on baigne là-dedans. En étant une agence culturelle aussi, on se retrouve et on se reconnaît dans ce discours. Mais la personne qui vit à Église-Neuve d'Entraigues, par exemple, lui, quand je vais le voir, qu'on va parler musique au départ, qui me raconte alimentation, c'est très lié, l'alimentation. C'est très lié parce que qu'est-ce qu'on transmet, en fait? C'est pas seulement une recette, c'est un goût, en fait, un choix de comment on choisit les produits, comment on va dans son jardin. Donc c'est un fait culturel total, l'alimentation. C'est pas seulement mettre en place des relations, c'est vraiment cette notion de goût aussi. Et je pense que les territoires ont un goût, comme il y a un paysage aussi, et une lecture poétique du paysage. Mais eux, ils me disent, mais attends, mais moi, je veux bien, mais depuis qu'on trie les déchets, ça coûte 2 fois plus cher. Et ça, on est rebalancé sur du concret. Alors moi, je suis avec mon militant, j'habite plutôt en urbain, j'essaye de défendre, et je me dis, mais c'est vrai,
tous les signaux qu'on envoie, c'est quand même, allez-y, faites des efforts appropriés, ça coûte plus cher. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors aujourd'hui, vu la crise énergétique, tout coûte plus cher, donc on se dit, mince, il faut qu'on bricole, il faut qu'on trouve des solutions. Donc on va devoir changer de modèle parce qu'on a toujours ce rapport au prix et au produit. Mais je pense qu'il y a une question de culture à mettre en place aussi où tout le monde se sent embarqué. Et donc le territoire, c'est pas juste un espace géographique avec des ressources, c'est aussi une lecture sensible. Alors Geoffrey, désolé, je travaille plutôt sur le monde de l'oralité, moi. Je sais que tu as dit, l'oralité, c'est à ses limites. Mais ça a aussi des grandes qualités parce qu'on se l'approprie, on se raconte et on fait du récit. Voilà. Merci. Merci pour ces apports intéressants. Merci. Clémentine Reynaud, aujourd'hui je suis plutôt anthropologue. Je participe au PAT, au comité scientifique des Combrailles émergents. Voilà. Je suis aussi un peu élue au département, mais ça c'est pas ma casquette du jour. Plusieurs choses pour prolonger ce que disait David tout à l'heure. On n'a pas entendu parler de transition intérieure aujourd'hui, de transition intérieure, psychique, émotionnelle, etc. Alors ça a peu de place en France parce qu'il y a toujours le spectre des sectes qui vont venir. Voilà. Donc ça, quelle place vous faites à ça? Une autre chose, la vie rurale, eh bien, un peu comme David, en tant qu'ethnologue, j'ai pratiqué un petit peu, ethnologue de la santé, j'ai pratiqué un peu la ruralité, en tant que pompier aussi volontaire, et en tant qu'agent recenseur. Donc clairement, on ne l'a pas défini aujourd'hui, la ruralité, mais ce sont j'allais dire, dans le même village de 400 habitants, il y a déjà des ruralités, pas seulement parce qu'il y a différentes catégories professionnelles, mais parce qu'il y a des pendulaires, parce qu'il y a des gens qui sont avec Internet, parce qu'il y a de la précarité énergétique et que l'hiver, il y a des gens, ils cloisonnent toute leur maison et ils vivent dans une pièce. Voilà. Et tous ces gens-là, ils vivent sur un tout petit territoire et finalement, ils ne se connaissent pas parce que finalement, la maison commune, où est-elle? Où sont les lieux de convivialité, de rencontre, etc. Donc, on a un vrai souci de maillage aussi des territoires. Donc, ça, c'est important de l'intégrer. Et une dernière chose, oui, au niveau des silos et des cloisonnements, pour le canton dont j'ai la charge pour quelques années, on a, qui correspond à un EPCI, eh bien, on s'aperçoit que dans cet EPCI, il y a un VP à la culture, il y a un VP à l'économie et il y a un VP à l'alimentation. Et clairement, ce ne sont pas du tout les mêmes objectifs. Donc voilà, je prends mon territoire, je le destine à des morceaux de mon territoire que je destine au tourisme. Mais à côté de ça, j'ai une zone d'activité industrielle dont je favorise l'implantation des entreprises parce que j'ai besoin de créer de l'activité, etc. Mais je ne me dis pas que finalement l'agriculture, c'est aussi une grosse entreprise finalement et pourvoyeur de nombreux emplois et qui a quand même eu une grosse chute de fermes en 10 ans. Voilà, donc tout ça, comment on articule ça? Merci. Je vous propose de prendre la parole, de piocher peut-être des miettes dans tout ce qui a été dit, qui était très riche. Bon, c'est un peu la règle de l'exercice, et sachant qu'on arrive bientôt à la fin, donc voilà. Je peux commencer en disant que moi je fais pas de politique. Je ne sais plus qui est-ce qui a fait une réaction politique. Par contre, l'action, oui. Les guides, c'est un outil de passage à l'action. Sans forcément justement passer par le politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez, en tant que citoyen ou entreprise, financer des projets sur votre territoire, investir en fait dans des projets de votre territoire, vous pouvez, grâce à cet outil-là. Tout comme avec les crédits carbone aux agriculteurs, vous pouvez aussi financer la transition, investir dans la transition des agriculteurs. Donc il y a des moyens d'action que vous pouvez faire tout de suite. Deuxième réaction sur la matière organique des sols. Donc, un sol, il est constitué de matière minérale et de matière vivante, la matière organique. Quand vous mettez donc en 50 ans, là, on a perdu la moitié de la matière organique dans nos sols en Europe. Dans 50 ans, il n'y en aura plus, ce sera le désert. Donc, si on souhaite, on parlait de l'eau, des choses comme ça, de l'azote, un point de matière organique en plus dans un sol, c'est 20 mm de réserve utile en plus. C'est-à-dire que si vous avez 4 points de matière organique, vous avez 80 mm
on perd à peu près en été 2 mm par jour par l'évaporation. Vous faites le calcul, vous pouvez durer un mois de plus comme ça sans eau. Un point de matière organique, c'est entre 25 et 40 unités d'azote qui sont restituées chaque année. Donc si vous avez 4 points de matière organique en plus, vous avez 100 unités d'azote, vous pouvez quasiment cultiver un blé sans amener d'azote extérieur. Donc comment on fait pour maintenir les taux de matière organique dans les sols? Il faut produire du carbone qu'on restitue au sol. Et donc cette quantité de carbone, on estime qu'il faut entre 20 et 25 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc en réfléchissant un petit peu les systèmes agricoles, on est capable de se passer un peu d'azote, d'avoir moins d'eau, etc. Et quand on réduit le labour, quand on fait du labour et qu'on passe en semis direct, on passe de 100 litres hectare de gasoil à 20 litres. Donc c'est pareil, on fait ça sur 80% des surfaces, on effondre le bilan carbone de l'exploitation. Voilà, il y a quelques petites choses comme ça. Sur les émotions, j'ai bien aimé. Du coup, je vous ai dit, j'étais agriculteur pendant 5 ans. Et je me suis dit, tiens, si je racontais un peu mon histoire. Et du coup, l'idée d'un livre est arrivée dans ma tête. Et j'ai fait un peu une recherche sur Google des livres sur l'installation agricole. Et c'est que des méthodes. S'installer en 10 points, réussir son installation en 5 étapes, rien sur les émotions, rien sur qu'est-ce que vivent en fait les gens qui s'installent concrètement à l'intérieur d'eux. Donc voilà, j'ai pris un peu ce parti pris d'écrire un livre là-dessus. Et évidemment, les agricultures, les ruralités, on dit toujours le monde agricole, il y a 1000 mondes agricoles comme il y a 1000 ruralités. Et donc ça, c'est important de le rappeler. Merci. Peut-être M. Perret, peut-être sur des réactions sur le territoire du Puy-de-Dôme qui ont été évoquées, sur cette diversité. Puis... Oui, rapidement, par rapport à tout ce qui a été dit, moi, il y avait plusieurs éléments aussi que j'aimerais rappeler, c'est de pouvoir convaincre et amener tout le monde avec nous, et ça passe déjà par l'exemplarité, prouvé par les actes, déjà pour qu'on puisse essayer de transmettre et de puisse reproduire et essaimer un certain nombre de dispositifs vertueux. Et je parle d'un exemple concret, le plan de sobriété qu'on est en train de lancer au niveau du département. On va essayer une fois qu'il fonctionnera au département, de le dupliquer ou d'accompagner avec l'ADUM, qui est un partenaire privilégié aussi du département, de le dupliquer dans les communes qui veulent bien et qui n'ont pas l'ingénierie. En effet, le rôle du conseil départemental est aussi de fournir l'ingénierie qui fait défaut aux communes par manque de moyens financiers et humains. Il y a un certain nombre de remarques qui m'ont un peu surprise, parce que moi, je me veux complètement positif et résolument déterminé par rapport à la transition écologique. Et je ne souffrirai pas du fatalisme. Et je crois qu'un des écueils à éviter, c'est le fatalisme. Je veux dire, voilà, moi, je l'ai écouté en assemblée, on m'a dit, attention, la France représente que 0,8% de la pollution mondiale. À quoi ça sert? Franchement, c'est les Chinois et les Américains qui polluent. Nous, on est quasiment vertueux. On ne peut pas s'arrêter à ça. Et j'entends aussi l'histoire de faut revoir le système. Moi, je ne crois pas. Je crois plus à l'État-providence. Je ne crois plus à remettre en place le système, changer, tout remettre à plat le grand soir. J'y crois pas. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Je crois beaucoup à la base. Je pense que la vérité fondamentale viendra de la base. Je crois beaucoup au bon sens paysan des élus locaux, des maires. Tu parlais, Clémentine, des communes. Il n'y a pas mieux que les maires, que les élus locaux qui connaissent ces problèmes-là. Ce n'est pas les ministres qui connaissent le problème entre l'isolation, les problèmes de précarité de certains. Tu parlais de transition intérieure. Moi, je crois à la transversalité. Pour connaître ça, la transition intérieure, on ne l'a jamais évoquée. Jamais en assemblée, au département. On n'en a pas tenu compte. Et je crois, là aussi, c'est par la mise en réseau, par les gens des milieux associatifs, de partager, la co-construction. Tout ceci feront qu'on va y arriver là-dessus. Mais on est obligé de passer par la base. Il y a des dispositifs. Vous l'avez dit aussi, et j'ai bien aimé, de dire l'empreinte carbone, c'est local, c'est travailler au niveau local. On va aller chercher des marchandises, le Rungis ou quoi que ce soit. Le département, alors en utilisant un terme bien français, la marketplace agri-locale, 63, de mettre en relation des collectivités avec des producteurs locaux, ça c'est des exemples concrets. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on pense local, qu'on agit local et qu'on ne sombre pas dans ce fatalisme en disant bah, c'est foutu, c'est pas possible, maintenant c'est trop tard. Non, je crois qu'on a l'obligation de résultat, en l'occurrence. Là, on se bat contre le temps, on n'a plus le temps de penser. Il y a la prise de conscience. J'aime beaucoup le terme sensibilisation. On n'a plus le temps. C'est fini la sensibilisation. Maintenant, il faut agir. Et agir comment? Il faut agir de manière transversale. Je le pense
en amenant tous les acteurs avec nous. Je parle aussi des associations. C'est la puissance des associations, cette dynamique, cette énergie des associations. Elle a un rôle primordial. Elle ne se voit pas, mais elle est terriblement efficace. Et pour ça, pour toutes ces raisons-là, il faut qu'on puisse agir, qu'on amène tout le monde avec nous, qu'on amène les citoyens, les collectivités, les associations, les entreprises ont un rôle majeur. C'est pas, faut pas stigmatiser les entreprises. Par contre, on est obligé de les amener et elles sont obligées de nous écouter et d'écouter les citoyens, les administrés. Donc voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Je me voulais résolument positif sur cette transition écologique qui s'impose en nous et qui s'impose à nous et qu'on va gérer aussi de manière collective et de manière transversale, je le crois. Monsieur Millard ? Oui, alors effectivement, je me suis senti un peu interpellé par les uns et les autres et je vais essayer de répondre. Effectivement, on est un grand groupe, hein, on est international. Je rappelle quand même que il nous reste, je crois, 70 000 personnes. Rien que dans ma structure NJ Solutions, en France, on est 20 000 personnes en tout. Donc c'est 20 000 hommes et femmes qui vivent, et y compris d'ailleurs à Clermont-Ferrand, il y en a, je crois, plus d'une centaine, qui vivent et qui agissent et qui travaillent dans vos territoires. Après, sur le montage, on a parlé de co-construction. Je vous rejoins dans le sens où il faut de la planification. Et ça, c'est pas à l'entreprise, effectivement, de prévoir à très long terme l'enjeu de la planification. C'est de la responsabilité politique, c'est de la responsabilité de l'État et de l'Europe, parce que, voilà, soyons conscients aussi que l'hyperlocalisme ne sera pas une solution, et je vais répondre par rapport à l'autoconsommation, parce qu'il y aura des territoires qui vont s'en sortir, et d'autres, parce qu'ils n'auront pas accès à certaines énergies, parfois au soleil, parfois à la biomasse, eux, ils vont péricliter. Donc il faut aussi l'installation énergétique française, elle s'est faite sur une dynamique de péréquation. Tout le monde a le droit à de l'électricité, à du gaz après la guerre. C'est plus vrai aujourd'hui pour des raisons géopolitiques. On avait le gaz de là qui n'est plus là, donc l'électricité nucléaire, on l'a encore pour un certain. Mais bon, elle aussi, elle souffre actuellement. Hein, vous voyez bien ce qu'il en est. Donc il faut qu'on retrouve cette capacité, cette réflexion, ces schémas. Mais après, les schémas, l'intelligence, les études, c'est bien. Mais à un moment, oui, il faut passer aux actes. Et quand vous avez l'autoconsommation, une chaufferie importante comme les 3 qu'il y a sur Clermont-Ferrand, pas toutes gérées par nous, eh bien clairement, un investissement de plusieurs millions d'euros, je pense que ce n'est pas toute seule que l'économie sociale et solidaire pourra le faire. En revanche, nous, quand on travaille sur la biomasse, on essaye de travailler avec des entreprises intermédiaires, avec des entreprises de réinsertion pour la partie préparation, par exemple, de la biomasse. Hein, les petites plaquettes forestières, il faut les broyer, il faut les sécher, il faut les apporter. Ça, c'est un travail d'accompagnement, de partage de valeur qu'on essaye de faire avec les territoires. C'est un enjeu aussi, c'est une responsabilité. On parle beaucoup de RSE aujourd'hui. Vous savez, les entreprises, qu'est-ce qu'elles constatent ? Que, effectivement, la puissance publique doit donner le cap. La puissance publique n'a plus les moyens de tout faire, qu'elle soit au niveau européen, national ou local. Ce n'est pas elle qui va mettre, excusez-moi l'expression, l'argent sur la table toute seule. Donc il faut partager les possibilités de faire. En revanche, il faut effectivement construire cette dynamique. Et pour l'autoconsommation électrique, c'est peut-être celle-là dont vous parliez tout à l'heure, là effectivement, c'est pas nous qui définissons les règles, hein, c'est la CRE, c'est l'État. Moi, je crois à effectivement l'émergence de l'autoconsommation parce qu'on est bien sûr, je capte l'énergie que j'ai localement et je la distribue au maximum de la proximité. Ça évite les pertes de charge, ça évite effectivement. Mais là encore, attention à l'égalité de traitement, liberté, égalité, fraternité. Donc, il faut qu'on travaille effectivement pour respecter à la fois le global et le local. Merci. Quelques mots. Bonjour, Jérôme Chauchard, moi je travaille à EDF, une rivière en territoire, une petite structure. Vous pouvez venir me rencontrer tout à l'heure si vous voulez. Mais j'ai travaillé avec la DOAT, la direction opération Amont Aval Trading, c'est elle qui rachète l'énergie aux particuliers. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis 2014, depuis la libération, la privatisation d'EDF, EDF a fait ce qu'elle a toujours fait depuis son obligation légale de la loi de 1946, de racheter l'électricité aux producteurs qui la produisent, aux producteurs indépendants. Sauf qu'avant, c'était l'État, voilà. Sauf que là, nous, EDF, on a acheté et on se faisait rembourser. On a commencé à se faire rembourser depuis 2014. Aujourd'hui, on demande tous les ans 9 milliards à l'État qui est dans l'incapacité de nous rembourser. C'est pour ça que tous les contrats d'achat qui existent et qui vont voir le jour dès demain sont des contrats en autoconsommation pour les particuliers, même pour les industriels. Voilà. C'est la raison qui explique que c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus
l'État n'est plus en capacité de rembourser l'obligé qu'on est de racheter l'électricité. On a gardé cette obligation. C'est juste une petite précision. Et ça permet aussi, certes, sur le territoire, aujourd'hui, avec les progrès technologiques, à peu près partout où on soit en France, on peut avoir de l'autoconsommation et le surplus étant revendu malgré tout sur le réseau. Voilà. Bon, je vais essayer de réagir très rapidement sur 4 points. Le premier, c'est mon voisin, M. Perret. Effectivement, il ne faut pas agir pour juste contribuer à la lutte contre le réchauffement global de la planète. Non, la résilience des territoires, c'est d'abord la sécurité et le bien-être des concitoyens, des gens sur le territoire. On parle de sécurité alimentaire, on parle de précarité énergétique, on parle de bien-être, on parle de co-bénéfices. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais il y a énormément de co-bénéfices à être plus sobre, être moins dans la surconsommation, etc. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est effectivement, c'est une transformation sous contrainte physique. On l'a déjà dit, sortie des énergies fossiles, sobriété, arrêter de surconsommer des énergies non renouvelables et des ressources non renouvelables. Mais c'est d'abord une transformation avec l'humain au cœur de la transition. Donc ça, c'est très important. Je vous laisserai voir ce qu'on en dit là-dessus, mais il faut absolument prendre en compte les réalités socio-culturelles des personnes, des populations. On a beaucoup d'idées reçues sur l'opposition systématique, l'obscurantisme de catégories de population. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est tout simplement qu'on n'a pas tenu compte de la réalité. L'exemple parfait, c'est les Gilets jaunes, hein, où on a fait une mesure au nom de l'écologie, et puis on s'est rendu compte après que c'est une mesure qui pesait plus sur les populations les plus précaires, parce que l'énergie, dans leurs revenus, représente plus, et il n'y avait aucune mesure de compensation, etc. Bon, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. On pourrait aussi dire à quel point c'est une transformation qui va prendre du temps, ne serait-ce que parce que l'humain va prendre du temps à changer ses pratiques, donc il faut lui offrir tout de suite des alternatives. C'est en offrant tout de suite des alternatives, par exemple sur la mobilité, que progressivement les habitudes et les pratiques vont changer. Troisième point, c'était par rapport à la question sur le manque de cohérence. Face à ce manque de cohérence des politiques, qui peut être vrai à l'échelle d'une même collectivité, entre collectivités a fortiori, il y a, me semble-t-il, il n'y a qu'une seule réponse valable, c'est de se redéfinir collectivement une vision commune, un cap commun. Donc ça, c'est le projet de territoire. Il y a des outils pour ça de planification que les collectivités connaissent bien. En ce moment, l'État demande qu'on revoie les SCOT, par exemple. Il y a le SCOT du Grand Clermont, hein, je crois, qui est en cours de révision. C'est très important que les élus, évidemment, s'impliquent à fond, mais qu'ils partagent le plus largement possible avec leurs concitoyens, et parce que c'est un des rares outils de planification interterritoriale, avec une dimension prospective, qui va permettre de visualiser à quoi pourrait ressembler le Grand Clermont dans un monde plus sobre, mais qui reste désirable, avec plein de co-bénéfices. Et une fois qu'on a ces objectifs-là, après, on peut réorienter toutes les politiques et demander de la cohérence, y compris dans la politique de développement économique, la politique sociale, la politique environnementale, etc. Et le dernier point, je finis par un peu d'autopromo, la mobilisation, la sensibilisation, c'est très important. Il faut multiplier les formats, on l'a dit. Le sensible en est un, très important. Vous n'allez pas convaincre des élus qui ont, excusez-moi mon voisin, qui n'ont pas le temps, qui ont très peu de temps disponible. La bande passante des élus, c'est très très limité, ils sont sursollicités, donc vous n'allez pas leur donner même des bouquins géniaux à lire, c'est pas possible. Donc il va falloir les aborder autrement. Nous, on lance avec plein de partenaires qui sont principalement des associations d'élus et de collectivités, une grande campagne de mobilisation auprès des élus locaux pour aller plus loin. Et dans ce kit de mobilisation, on a des dystopies justement sur le territoire, des récits négatifs, des récits positifs sur l'évolution du territoire. On a des éléments de transformation, on a du visuel, beaucoup de dessins, beaucoup de graphiques. Je vous invite à regarder tout ça sur notre site. Et on a un dernier outil qu'on veut développer, c'est des outils audiovisuels. Donc on fait des webinaires par catégorie de territoire. Et figurez-vous que demain soir à 19h, il y a le webinaire sur la résilience des campagnes. Donc, je vous invite à aller regarder sur le site du Shift Project. C'est évidemment ouvert à tous. Et ce webinaire sera évidemment disponible en replay et doit être aussi un outil d'animation, de facilitation, d'échange avec des gens comme vous qui ne sont pas forcément des élus locaux. Mais même si vous êtes des élus locaux, vous pouvez avoir envie et besoin
d'échanger avec vos collègues, parce que le VP transition, il peut parfois se sentir seul et avoir du mal à convaincre ses collègues des autres qui ont d'autres casquettes, ou tout simplement des citoyens, des décideurs locaux, des acteurs économiques, des agents qui ont l'accès aux élus, qui ont la bande passante des élus, d'une certaine façon, parce qu'ils travaillent avec eux, et qui ont besoin, en fonction de leur connaissance du territoire, leur connaissance de la sensibilité des élus, ça c'est très important. On voit bien que le sujet il est hyper vaste, et donc on peut choisir l'entrée qu'on veut. Au final, on abordera tous les sujets, mais si vous avez un élu qui est à fond dans la sécurité alimentaire, il n'y a que ça qui lui fait peur et qui le fait vibrer, et bien vous allez rentrer par l'alimentation. Si vous avez un élu qui est beaucoup plus social, les inégalités, vous allez rentrer par les inégalités. Si vous avez un élu qui est d'Aveco à fond, emploi, vous allez rentrer par le développement économique et l'emploi. Il y en a pour tout le monde. Il faut simplement, justement, prendre la peine. Et ça, il n'y a que vous. Quand je dis vous, c'est les acteurs de proximité des décideurs de ces territoires ruraux qui pouvaient ajuster les messages, ne pas évidemment rentrer dans l'élu, ça n'a aucun sens, en expliquant qu'il faut tout casser, il faut tout. Non, voilà, chacun doit dès l'instant où il a la volonté de faire avancer son territoire. Et je répète, l'objectif c'est le bien-être et la sécurité des habitants. Et voilà, je pourrais encore parler des heures. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Geoffrey, peut-être un mot, ou en tout cas, est-ce que vous vous retrouvez avec cette forme de conclusion? Ouais, peut-être simplement un mot pour dire une chose. Moi, je rejoins M. Perret, la démocratie, c'est l'enquête. Et donc, du coup, on a besoin d'être toutes et tous en situation d'enquêteurs pour répondre aux problèmes et trouver les solutions aux problèmes. Donc ça, je pense que c'est la première des choses qui est absolument essentielle. Deuxième chose, sur l'oralité, simplement pour rebondir, bien sûr qu'on a besoin de récits. Évidemment qu'on a besoin de récits, et évidemment qu'on a différents outils qui permettent la construction de récits, que l'oralité en est un. Ce que je veux dire, par contre, c'est que l'oralité se réduit à ce qu'on peut comprendre des mots que l'on entend. Or, on se rend compte que la pratique, le fait de faire ensemble, de mettre les mains dans le cambouis ensemble, est une autre forme de communication. Et qu'effectivement, la preuve par l'exemple est fondamentale pour montrer qu'on peut faire autrement, au-delà même des discours. On est souvent dans des formes de réunionnite et on voit bien la difficulté qu'on a à embarquer simplement par l'oralité. Donc ça, c'est le deuxième point. Et simplement le troisième point sur l'économie. Bien sûr que l'économie telle qu'elle est aujourd'hui est néfaste pour la durabilité de nos modes de vie. Mais allez voir Florent Ménégo, le PDG de Michelin, il le sait. Il n'est pas idiot. Ils ont bien compris les enjeux. Simplement, la question, c'est comment, avec chacun là où on arrive à embarquer tout le monde. Et chacun à sa place. Et je pense que l'économie sociale et solidaire a une place fondamentale. Et je pense que d'ailleurs que le crédit mutuel est un exemple en termes de poids économique que peut avoir l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a un enjeu, c'est que chacun sa place, tendre vers ce qu'on est en capacité de faire. Et c'est là où on a un vrai enjeu de travailler ensemble, c'est progressivement amener d'un état à un autre, et chacun à sa vitesse, chacun à son rythme, et chacun sur ses enjeux. Mais évidemment, du jour au lendemain, Michelin ne va pas devenir une coopérative, indéniablement. Néanmoins, Michelin peut faire un pas de côté, comme on peut toutes et tous le faire. Merci beaucoup. Merci à nos participants et au public. Merci beaucoup. Et j'ose espérer qu'on va pouvoir continuer un peu à discuter autour d'un verre. Merci.